Pour nous parler d'alcool aujourd'hui et de boissons celtiques, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Mathieu Pou, archéologue à l'université de Lyon 2 et spécialiste de l'histoire de la Gaule romaine et pré-romaine. Première question, dans l'imaginaire occidental, on va dire, le Gaulois, le Celte, est souvent associé à la consommation de boissons alcoolisées. Est-ce que c'est un cliché ou alors est-ce qu'il y a une part de réalité dans tout ça ? C'est à la fois un cliché et une réalité. J'avais effectué il y a quelques années un recensement des textes grecs ou latins qui évoquent le goût des Gaulois, des Celtes pour l'alcool, et j'en ai recensé une bonne quarantaine. Donc c'est un cliché qui fait partie d'autres clichés comme l'intempérance, la colère des barbares, qu'on retrouve chez d'autres barbares d'ailleurs, comme les Perses, les Scythes, les Thraces. Mais c'est un cliché qui a un fond de vérité. Il est fait que l'archéologie, à la fois dans les tombes, sur les habitats, dans les sanctuaires, montre toute la place qu'occupait la boisson, à la fois dans les modes de vie celtiques, mais aussi dans l'imaginaire celtique. Et pour certaines périodes, comme la fin de l'âge du fer, juste avant la conquête romaine, sur les sites d'époque gauloise, on marche littéralement sur des tapis de tessons d'amphores à vin importés d'Italie, qui montrent l'attrait de ce produit pour les Celtes qui le consommaient en très grande quantité. On parle d'un commerce qui portait sur de millions d'amphores, donc il y a un fond de vérité. Alors plus précisément, de quel alcool est-ce qu'on parle ? Est-ce que les Celtes buvaient un alcool, une boisson particulière, et si oui, laquelle ou lesquelles ? Dans toutes les cultures antiques, on a généralement 3 sortes d'alcool. On est avant évidemment l'invention de la distillation, donc pas d'alcool fort. Le plus ancien de tous, c'est le dromé, parce qu'on le trouve à l'état naturel, dans par exemple du miel qui est pourri dans une souche d'arbre, mêlé à un peu d'eau, et il a sans doute été consommé dès la préhistoire, dès le paléolithique. L'hydromel, chez les Celtes comme chez leurs voisins, c'est la boisson des dieux, c'est la boisson des héros. Il est privilégié pour les cérémonies religieuses. Ensuite, on a la bière, qui est apparue plus tard, grosso modo dans nos régions autour du 6e, 5e millénaire avant notre ère. Et la bière, c'est une boisson qui a un statut très différent, parce que c'est une boisson qu'on peut produire facilement dans la journée, qu'on peut consommer dans la journée, faire le matin et boire le soir. Et donc c'est un breuvage qui est, on va dire, plus populaire, plus commun. C'est aussi une forme de pain liquide. Et puis enfin, bien entendu, il y a le vin, qui est apparu à peu près en même temps. On se met à cultiver de la vigne. Et le vin, lui, a un statut tout à fait particulier, puisqu'il est assez complexe à fabriquer, à produire. C'est de la technologie de pointe. Dès le départ, le vin, il acquiert ce statut particulier. On le stocke, on le commercialise. La plupart des cultures antiques, d'ailleurs, commencent par importer le vin avant de se mettre à le produire elle-même, et donc le vin a toujours une plus-value par rapport aux autres boissons, et dans certains contextes, et c'est le cas chez les Celtes, il remplace l'hydromel. On parle donc d'hydromel, de vin, de bière. Est-ce que là, on est dans le domaine de la boisson sacrée ou de la boisson de type festif et social ? Alors, il faut bien distinguer les nourritures et les boissons consommées au quotidien, issues de l'agriculture et l'élevage, des boissons et des nourritures qui sont consommées à des occasions particulières, pendant les festins. La base alimentaire dans les cultures de l'Antiquité, ce sont les céréales, les légumineuses, des boissons relativement modestes comme la bière. La viande, par exemple, elle est réservée aux occasions particulières, aux festins. On ne mange pas tous les jours, et c'est la même chose probablement pour les boissons alcoolisées. En tout cas, dans les classes sociales inférieures ou moyennes, chez les riches c'est différent, on peut se permettre d'en consommer plus régulièrement, mais il faut bien faire la distinction. Donc le banquet, par définition, doit se démarquer de l'alimentation quotidienne. Et c'est là qu'on va investir financièrement dans des boissons d'un certain prix, parce que le banquet c'est un rituel. Qu'il soit organisé pour les dieux, pour des funérailles, pour des héros, eh bien il faut évidemment apporter le meilleur et consommer le meilleur. Et c'est là qu'interviennent justement des boissons à forte plus-value, comme l'hydromel ou le vin, parce que ce ne sont pas des boissons de tous les jours. C'est d'autant plus probable que l'hydromel, qui est, on le sait dans la mythologie grecque, le nectar des dieux d'Olympe, était privilégié chez les Celtes irlandais, par exemple, dans le cadre des cérémonies religieuses et pour la classe sacerdotale. Donc on peut penser que l'hydromel est la boisson sacrée des Celtes, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on observe justement qu'au fil du temps, le vin apporté du monde grec, de Marseille par exemple, apporté d'Italie, vient progressivement remplacer l'hydromel parce que c'est une boisson qui est encore plus exotique, mais on peut penser qu'il avait exactement la même fonction dans les cérémonies religieuses chez les Celtes que l'hydromel auparavant. Alors là, on parle de boissons depuis tout à l'heure et j'aimerais qu'on s'intéresse à un petit peu autre chose, à savoir les récipients, ce dans quoi on mettait les boissons, qu'il s'agisse d'amphores, de chaudrons ou d'autres récipients. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Qu'est-ce qu'ils nous apprennent sur les consommations de boissons alcoolisées ? Les boissons elles-mêmes, évidemment, on ne les retrouve pas. Elles sont évaporées depuis longtemps. Ce qu'on retrouve parfois, ce sont des résidus au fond des vases. Mais les vases eux-mêmes nous renseignent beaucoup, à la fois sur les boissons consommées, la façon de les servir, la façon de les consommer, ce qu'on retrouve dès l'âge du bronze. Dans les tombes en particulier, ce sont des grands vases qui servaient au mélange des boissons ou à la consommation collective, qui sont justement l'empreinte du banquet. C'est ça qui nous permet de dire que ces vases n'ont pas été utilisés au quotidien. Et c'est l'analyse
non seulement des vases eux-mêmes, mais des assemblages de vaisselle qui nous permettent d'analyser ces pratiques de banquet. Et c'est là qu'on observe de fortes différences au sein du monde celtique, mais aussi entre les Celtes et leurs voisins, les Grecs, les Romains. Et puis, on observe aussi des différences entre différentes époques, puisqu'on parle de la période celtique au sens large, donc ça s'étale sur des siècles, des millénaires même. Et évidemment, les pratiques de consommation, les produits consommés n'étaient pas les mêmes à toutes les époques et partout. Ce qu'on a beaucoup dans les tombes celtiques du 1er et du 2e âge du fer, ce sont des grands chaudrons importés qui ne sont pas des chaudrons à la base. Ils correspondent à ce qu'on appelle dans le monde grec un cratère, par exemple, ou un dinos. Et ces vases qui ont été directement importés du monde grec, parfois réalisés sur commande par des ateliers grecs, c'est le cas du fameux vase de Vix, par exemple, conservé au musée de Châtillon-sur-Celle, eh bien, ils sont disposés dans les tombes comme accessoires du festin. Et à chaque fois qu'on réalise des analyses de contenu, on observe que ces vases ne contiennent pas du vin, comme on pourrait l'attendre, puisque ces vases, au départ, sont destinés au brassage et au service du vin, dans le monde grec, mais souvent des boissons indigènes, de l'hydromel ou de l'arguère. Et ça nous informe du fait qu'ils ont été probablement détournés de leur usage. D'une part, leur contenance, leur capacité ne correspond pas du tout à ce qu'on connaît en Grèce à la même époque. Le vase de Vix, c'est 1200 litres de contenance. Et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans le monde grec. Le cratère de Vix, c'est la démesure. C'est un vase qui est de stature royale, qui était utilisé dans le cadre de banquets celtiques, qui n'avait assurément pas le même déroulé que le symposium grec. Ces chaudrons sont associés à d'autres vases indigènes, gaulois, celtiques, qui montrent qu'effectivement, on n'y a probablement pas consommé du vin, mais probablement de l'hydromel plutôt. Les analyses qui ont été réalisées dans le chaudron de Hordorf en Allemagne, par exemple, ont révélé des traces de miel avec des fleurs qui avaient été prélevées parfois jusqu'à 100 km et qui montrent que justement, c'est la boisson qu'on a privilégiée là, parce que c'est la boisson des dieux, des héros, donc des rois. Donc on a vraiment affaire à un détournement d'usage de ces vases. L'un des plus fameux chaudrons celtiques, en guillemets, c'est le chaudron de Gundestrup, qui a été découvert dans une tourbière de Danemark, qui comporte toute une série de motifs à caractère guerrier, religieux, extrêmement détaillés. Mais le problème, c'est que sa datation est tardive, une date du 1er siècle après Jésus-Christ. Il comporte des scènes qui pourraient renvoyer au monde celtique, mais il n'a pas été réalisé en Gaule. Il a peut-être été dérobé en Gaule à l'occasion de pillages, mais il a été plutôt réalisé en Europe centrale. Donc ce n'est pas un document qu'on peut utiliser sans précaution si on veut analyser les pratiques, par exemple, de boissons ou de sacrifices dans le monde celtique. Alors on revient un petit peu à l'histoire plutôt qu'à l'archéologie. Est-ce qu'il y avait des occasions spécifiques où les Gaulois, ou les Celtes en général, si on veut, pouvaient s'adonner à la consommation de boissons alcoolisées plus qu'à d'autres moments de l'année, plus qu'en d'autres lieux? La consommation de boissons alcoolisées dans le cadre de banquets, de festins, elle suit évidemment d'abord le calendrier religieux. On sait qu'il existait 4 grandes fêtes dans le calendrier celtique: Samin, Imbolc, Beltaine et le Lugnasad. Et à ces occasions-là, on peut imaginer qu'il y avait des sacrifices accompagnés de banquets et de libations de boissons alcoolisées. Il y avait bien d'autres occasions dans le calendrier religieux qui pouvaient être convoquées pour festoyer. On peut imaginer aussi tout ce qui relève des cérémonies politiques, civiques. Lors d'élections, par exemple, d'assemblées importantes, il est certain qu'on y festoyait et qu'on y buvait des boissons alcoolisées. Ça, c'est quelque chose que les textes nous disent clairement. L'entrée en guerre aussi. La conclusion d'une guerre était des occasions de consommer ces boissons dans le cadre du festin. Ce qui est important de noter, c'est que justement, ce qui fait la spécificité du banquet celtique, contrairement au banquet grec ou au banquet romain, c'est qu'on y mange beaucoup. Et en particulier, on y mange de la viande animale. Et ça, c'est quelque chose qui renvoie à une tradition très archaïque qu'on trouve par exemple chez Homère, dans l'Iliade, qui est justement le banquet des héros, des rois, qui consiste à manger des victimes sacrificielles, dont on boit le sang symboliquement, associé à l'équivalent végétal du sang, à savoir le vin ou l'hydromel. Et ça, c'est une pratique qui va perdurer en Gaule jusqu'à la conquête romaine. Ensuite, évidemment, ces festins n'avaient pas cours dans le quotidien des classes moyennes ou populaires, modestes. En revanche, dans les résidences de l'aristocratie, il est probable que bien d'autres occasions permettaient de festoyer. Il peut penser par exemple au banquet de mariage, tout simplement, ou à des invitations de terre. Tout est possible. Alors justement, on vient de parler de moments sacrés, de fêtes religieuses. D'un point de vue mythologique, est-ce qu'il y a un dieu ou une divinité qui était particulièrement associé chez les Celtes à la consommation de boissons alcoolisées? A priori, il n'existe pas chez les Gaulois et dans le monde celtique en général de divinité de la boisson équivalente par exemple au dieu grec Dionysos, Bacchus dans le monde romain. En revanche, il y avait peut-être des déesses de la boisson. Certaines inscriptions gallo-romaines mentionnent des divinités dont le nom est fondé sur la racine indo-européenne med, comme les Medunae ou encore Meduva. Et med
c'est un terme qui renvoie directement à l'hydromel. C'est un mot celtique qui devait désigner probablement aussi bien l'hydromel que l'ivresse provoquée par l'hydromel. Et donc on peut penser que ces divinités, attestées à l'époque romaine, mais qui existaient déjà à l'époque gauloise, étaient des divinités justement de l'ivresse et probablement même de l'ivresse sacrée. En tout cas, ce sont les hypothèses qui ont été développées par Noémie Beck dans le cadre de sa thèse sur les déesses celtiques. Alors on va quitter la Gaule un instant et s'intéresser un petit peu à d'autres civilisations associées au monde celtique, en l'occurrence l'Irlande, le Pays de Galles, qui nous ont laissé une littérature médiévale. Est-ce que cette littérature insulaire nous renseigne sur la consommation d'alcool et est-ce qu'on peut percevoir des similitudes entre ce qui se faisait en Gaule et ce qui se pratiquait en Irlande, au Pays de Galles ou ailleurs dans le monde dit celtique ? Le problème des textes issus de la littérature irlandaise, c'est d'une part qu'ils sont bien postérieurs à la conquête romaine et ils s'inscrivent dans une région qui n'est pas la Gaule continentale. Donc il y a un petit décalage. Néanmoins, on trouve dans ces textes des descriptions qui correspondent relativement bien à ce qu'on retrouve en fouille sur les sanctuaires, par exemple en Gaule. Le plus fameux, évidemment, c'est le texte intitulé précisément l'ivresse des Ulates, où il est question d'un grand festin. Je cite in extenso, l'année où l'on divise la province en 3 parts, on fit le festin de Samen chez Concobar à Lemen-Macha, 100 cuves pour chaque boisson. Les officiers de la maison de Concobar dirent que tous les meubles Ulates ne seraient pas de trop pour la consommation de ce festin à cause de sa qualité. Et ça renvoie tout à fait à ce qu'on peut trouver dans les demeures aristocratiques ou dans les sanctuaires en Gaule à la fin de l'Azufère, où là encore c'est la démesure de ces festins qui frappe, et puis la diversité à la fois des viandes, des aliments et des boissons qu'on nous consomme. Un autre texte sur le lit de mort du célèbre héros irlandais Cuchulainn, qui est prêt à passer dans l'autre monde, le texte affirme qu'il y trouvera un chaudron de l'hydromel ravigorant, jamais il ne se videra, il sera plein pour l'éternité, selon la coutume. Et ça, c'est un autre contexte de consommation des boissons alcoolisées, c'est bien entendu les funérailles, où l'alcool coule à flot, on l'utilise pour éteindre le bûcher funéraire parfois. Et donc ces textes irlandais, aussi tardifs soient-ils, aussi décalés au plan géographique soient-ils, eh bien, ils semblent quand même conserver le souvenir d'une idéologie de la boisson qui correspond tout à fait à ce que l'archéologie donne à voir des pratiques de consommation de boissons alcoolisées à l'âge du cerf en Gaule. Parfait, merci beaucoup. Une dernière petite question. Est-ce qu'on peut établir des ponts entre ce qui se fait aujourd'hui? Est-ce que l'on connaît des traditions gauloises associées aux boissons? Est-ce que les traditions ont perduré au fur et à mesure des siècles? Est-ce qu'on peut voir des traces des traditions anciennes aujourd'hui ou dans les siècles récents? Alors évidemment, les Celtes sont devenus romains autour du changement d'ère et ils ont perdu beaucoup de traditions au passage. Néanmoins, dans les campagnes, en milieu rural, où les modes de vie, les centres d'organisation sociale ont conservé une certaine stabilité, eh bien, on est assez surpris d'observer que des banquets décrits par exemple au 19e siècle et au début du 20e siècle en Bretagne. Banquets absolument déraisonnables, complètement démesurés, et c'est quelque chose qu'on trouve par exemple dans le Cheval d'Orgueil, dans les mémoires d'un breton du pays du Gouda, de Pierre Jacques-Elias. Et il est question, là, je le cite in extenso, d'un repas de noces qui réunissait environ 1400 personnes, assises dans 6 longues tranchées doubles de 100 mètres chacune, creusées dans un champ voisin. Il n'y a pas assez de place dans les granges environnantes pour accueillir tous ces convives. Les victuailles cuisaient et mijotaient dans 25 chaudrons monstres. Il a été abattu et dépecé 4 bœufs, 2 taureaux, 2 génisses. On a mis en Perse 14 barriques de cidre, 5 barriques de vin et une barrique d'eau de vie. Ça, c'est la nouveauté, évidemment. Au total, 20 barriques. Il n'est rien resté sauf le bois. Alors là encore, la démesure des repas, le nombre de convives, c'est écho à ce que l'archéologie met au jour en Gaule à la fin de l'âge du fer, ou même au premier âge du fer. On retrouve aussi un détail intéressant, ce sont ces tranchées creusées dans les champs, puisque l'archéologie révèle exactement les mêmes dispositifs sur certains sanctuaires, ou dans certains contextes, dès la Gaule du 1er, 2e siècle avant notre ère, ces banquets sont si démesurés qu'on est obligé de faire asseoir les convives dans des tranchées creusées à même le sol. Et donc il semblerait que dans les campagnes, en tout cas, ces pratiques festives aient perduré au moins un certain temps, et qu'on en trouve encore la trace à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. Merci beaucoup à Mathieu Pou pour sa disponibilité. Du coup, vin, bière, hydromel, à vous de choisir. On ne juge pas tant que c'est consommé avec modération, bien sûr. Personnellement, je trouve ça très triste que les Gaulois et les autres Celtes anciens n'aient pas connu le whisky, qui n'est apparu qu'en 1494 apparemment. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas tout avoir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt, sûrement à la rentrée. Slan!